Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière séance du SIEJ pour l'année académique 2022-2023. On accueille aujourd'hui Damien Scalia, qui est un vieil ami du SIEJ. On s'en souviendra, il avait notamment contribué à notre triple volume sur les sources du droit, ça remonte à 2013, sauf erreur de ma part. Et Damien Scalia est aujourd'hui professeur à l'ULB, mais également professeur invité dans de nombreuses autres universités en France et en Suisse. On peut le dire, c'est un international. Merci beaucoup d'être là. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, dans le cadre de notre cycle sur les rapports entre droit, vérité, post-vérité, ils viennent nous parler sur la base d'un ouvrage qu'il a publié l'année dernière, enfin à toute fin de 2022, qui s'appelle Génocidaire au cœur de la justice internationale pénale, dont il va nous parler, donc paru chez Dalloz, dont il va nous parler et qui, je pense, s'inscrit particulièrement bien dans la démarche que nous connaissons au SIEJ, puisque c'est un véritable exercice d'interdisciplinarité entre la sociologie et le droit, a-t-il dit. À le lire, je trouvais qu'il y avait aussi en fait pas mal d'anthropologie. Mais tu nous en parleras mieux, Damien. Et pour te remercier in tempore non suspecto, c'est-à-dire même si finalement on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, le SIEJ t'offre un petit cadeau. Alors notre dernière publication, distinction public-privé, droit public, droit privé. Je te conseille un excellent article sur l'intime et le politique, mais de nombreuses autres contributions, dont certaines indéniablement t'intéresseront, j'espère. Et alors en espérant que tu n'as pas lu, pour te remercier également, un roman que tu connais. Ok, donc L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie, grande romancière. C'est un autre regard sur la guerre aussi, un regard africain, un regard féminin aussi, un regard pauvre, et une saga totalement bouleversante qui se trame au moment où le Biafra déclare son indépendance à l'égard du Nigeria. La guerre qui s'ensuit et la famine également qui s'ensuit sont totalement dramatiques, et le roman est merveilleux, je ne peux que vous le conseiller. Comme vous le savez, au SIEJ, on a la conviction que la littérature est un discours particulièrement bien articulé avec celui du droit, et donc pourquoi ne pas nourrir tes regards dont tu vas nous parler, enfin les regards que tu as voulu prendre en compte dans ton travail, avec un autre regard encore et une autre forme d'expression. Voilà, comme d'habitude, on te cède la parole. Alors je dois excuser Vincent Maigri qui devait nous rejoindre et donner la réponse à Damien Scalia. Il m'a contacté hier et là, sans raison de circonstances familiales assez dramatiques, il n'a pas pu se déplacer jusqu'à Bruxelles. Nous sommes donc entre nous. Et Damien, voilà, je te cède la parole à ta guise, entre 45 minutes et 1 heure, le temps ensuite pour nous d'échanger si les collègues souhaitent t'adresser des questions, des réactions, des critiques, on verra. Merci beaucoup Diane, merci au SIEJ de m'avoir invité pour parler dans le cadre de votre séminaire sur la vérité et le droit de ma recherche qui finalement entre assez bien, voire entre complètement dans cette question de vérité et de droit. Un grand merci donc à toi pour cette invitation, à nos collègues, merci d'être là. Alors, se poser la question de la vérité sur le droit international pénal ou en droit international pénal, ce droit qui va tenter ou qui tente tant bien que mal de répondre aux crimes internationaux que sont les crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité, m'a paru imposer plusieurs points, à savoir d'abord de se demander ce qu'est la vérité, et ça c'est votre séminaire de manière très large, mais je vais y revenir. De quel sujet parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la vérité des actes qui entraînent la réponse qui est la réponse de droit international pénal, la réponse pénale au niveau international, ou est-ce qu'on parle de la vérité de la justice elle-même ou sur la justice elle-même? Et puis ça oblige aussi à mon sens à se demander quelle est la source de la vérité, à savoir qui dit vrai, qui parle, ou plutôt qui est légitime pour dire vrai dans le droit qui est ma matière, le droit international pénal. C'est un peu autour de ces trois axes que je vais articuler ma présentation du jour. Mais avant de l'articuler en tant que tel, il faut quand même que je précise quelques éléments pour cadrer mon propos. D'abord, ma présentation ne se veut pas théorique ou générale, et j'ai pu voir certaines des interventions sur le sujet qui ont été prononcées ici, qui eux ou elles, ces interventions ont abordé le thème de la vérité et du droit de manière plus théorique ou plus générale, et je serais bien incapable de le faire. Vous le verrez, mon propos va reposer en fait sur une recherche particulière et sur un positionnement épistémologique particulier aussi,
que je vais détailler dans quelques instants. C'est autour de l'expérience pénale que je vais faire une présentation et que je vais réfléchir autour de ce thème de la vérité et du droit. L'expérience pénale d'une personne particulière ou deux personnes particulières que sont les accusés, les acquittés ou les condamnés de la justice internationale pénale. Alors je vais les appeler les victimizers, qui est un nouveau terme qui permet, enfin un nouveau terme, un terme utilisé régulièrement côté anglophone, qu'on utilise assez peu en français. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment trouvé de traduction. Certains vont parler des auteurs ou des perpétrateurs, mais c'est pas ça qui est visé ici. C'est pas l'idée de se concentrer sur l'auteur du crime, mais plutôt sur celui qui va créer des victimes ou qui va entraîner des victimes et qui pour ça va être appelé devant le droit international pénal. L'idée ici de ne pas parler d'accusé, d'acquitté ou de condamné, c'est de sortir des catégories juridiques elles-mêmes, et vous verrez pourquoi, puisque c'est quand même le cœur de mon propos. Quelques mots aussi, toujours en introduction, sur la recherche, que vous compreniez un peu d'où elle vient, comment elle a été menée et pourquoi elle a été menée. Alors d'abord, d'où elle vient d'un constat qui a été fait par des collègues et moi-même il y a maintenant une douzaine d'années. On était dans une réunion au Comité international de la Croix-Rouge à se demander comment est-ce que le droit humanitaire, donc le droit de la guerre, a un impact sur les combattants. C'était la question, on a eu un séminaire de quelques jours comme ça, où on a entendu des gens qui représentaient des victimes, des gens qui représentaient des groupes armés, des gens qui représentaient des armées, des gouvernements, des ONG. Et puis finalement, après toutes ces journées de réflexion, on s'est aperçu à l'époque avec deux personnes que je tiens à citer, puisque la recherche a commencé avec elles, avec Christian Nils Robert, qui était à l'époque professeur à l'Université de Genève, et avec Minara Oschenbach, qui était psychologue social et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui bosse à l'Université de Lausanne maintenant. Pardon, et à la fin de ces quelques jours, on s'est aperçu qu'on se demandait quel était l'impact du droit sur les personnes qui agissaient en tant que conflit armé, mais qu'à aucun moment on entendait les personnes qui agissaient en tant que conflit armé, à savoir les personnes sur qui le droit allait se fondre, principalement le droit pénal, donc les criminels internationaux. Donc ça, c'est le constat de base qui a fait qu'on a commencé cette recherche. Un constat plus littéraire ou plus académique, à savoir qu'il y a assez peu de littérature en la matière. La plupart des chercheurs, et c'est principalement pas des juristes, mais des psychologues sociaux, des sociologues, des anthropologues, qui sont allés voir des criminels de guerre ou des génocidaires, pour reprendre le titre de l'ouvrage, sont allés les voir dans cette idée de comprendre le passage à l'acte criminel. C'est des Browning, c'est des Welser, c'est des De Swan, bref, vous avez toute une théorie qui a fait suite à Milgram notamment, pour savoir comment est-ce qu'on devenait criminel de guerre, pour la faire simple. Mais l'idée est toujours d'analyser le passage à l'acte, et non pas le passage par le droit, et c'est ce qui m'intéressait pour ma part. Un autre constat à l'époque était le fait qu'on a beaucoup de recherches auprès des victimes, auprès des professionnels du droit international pénal, mais on en a finalement assez peu auprès des victimizers, et donc c'est ça, on a voulu en fait combler un fossé en matière académique. Qu'est-ce que ça a donné comme recherche? Ça a donné une recherche qui a duré une dizaine d'années. J'ai rencontré une soixantaine de personnes jugées par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et par le Rwanda, donc une vingtaine jugées par le TPY et une quarantaine jugées par le TPIR. La plupart ont été rencontrés en prison puisqu'ils avaient reçu des peines allant jusqu'à la perpétuité pour beaucoup de quelques dizaines d'années. Juste TPI grec et pardon, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui sont ces deux tribunaux qui ont été mis en place au début des années 90 pour juger des crimes commis en ex-Yougoslavie pendant la guerre et juger du génocide rwandais de 1994. Merci pour la question, c'est bien de dire. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite ou si j'aborde des points qui seraient un peu flous. Donc une soixantaine d'entretiens avec des personnes, pour la plupart donc réalisés en prison, pour les Yougoslaves réalisés avec un traducteur, pour les Rwandais réalisés en français puisque tous parlaient français, des entretiens qui ont duré entre 2 heures et 5 heures à peu près, qui ont tous été enregistrés, retranscrits et analysés en vertu de diverses théories d'analyse du discours, et des entretiens qui ont surtout été réalisés, c'est important, après que les procès soient terminés. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un biais d'attente par rapport à un enjeu de procédure, de pouvoir être acquitté, condamné. Donc, toutes les personnes, je les ai vues après les procès. Toutes ces personnes ont...
enfin il y a un anonymat donc, que j'ai garanti, et c'est d'ailleurs pour ça que ces personnes m'ont parlé, donc je ne mentionnerai pas les gens à titre individuel. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est un recoupement de la majorité, de l'entièreté ou d'une minorité, ça dépend, je le préciserai, de ce que ces personnes m'ont dit, sachant que l'entretien était réalisé autour d'une question qui était comment est-ce que vous avez été confronté à la justice internationale pénale. Donc l'idée n'est pas de discuter du passage à l'acte criminel, mais de la justice elle-même et donc du droit, et vous allez le voir, d'une certaine vérité par rapport à ce droit ou dans ce droit. Vous le comprenez, on le comprend mieux, ce positionnement épistémologique repose sur le fait qu'on ne peut mieux connaître la justice que par les acteurs ou les actrices de cette justice. Et parmi ces acteurs ou ces actrices, il en manquait un ou une dans la littérature, c'était la voix des victimizers. Attention, cette recherche doit être lue en parallèle avec les autres recherches. Elle ne vaut pas en tant que telle, elle vaut parce qu'il y a des recherches auprès des victimes, auprès des professionnels, qu'il y a des recherches purement académiques, purement théoriques. Donc c'est une pierre en plus à la recherche sur cette justice internationale pénale. Et pourquoi est-ce que cette pierre-là manquait ? Pour deux raisons principales. D'abord, et c'est des critiques que j'ai reçues tout au long de ma recherche, d'abord parce que le discours des personnes jugées pour crimes de masse et par certains de nos collègues ou par d'autres collègues d'autres disciplines est souvent vu comme un discours sans valeur, à savoir un discours fait de personnes profanes, d'outsiders, nous disait Baker en 1963, des personnes qui n'ont pas de valeur dans ce qu'elles vont nous dire. Alors, ce point-là s'ajoute, à ce point-là s'ajoute un autre point, à savoir que beaucoup de personnes, beaucoup de critiques, d'académiques, vont aussi estimer que les personnes que j'ai rencontrées produisent un discours qui n'est pas valide. Ces deux arguments, qui vont se traduire par des arguments plus moraux, par des arguments plus méthodologiques, reposent sur plusieurs éléments. D'abord, sur un élément que les personnes que j'ai rencontrées, étant des criminels, leur valeur n'a pas de sens, ou leur parole, pardon, n'a pas de valeur. Ça, c'est un premier point. Comme ils ont été jugés et condamnés pour la plupart pour avoir commis les pires crimes qu'ils soient, on ne peut pas les entendre sur autre chose. Au mieux, on peut les entendre sur la façon dont ils commettent les crimes, mais les écouter devrait s'arrêter là. Deuxièmement, comme ils ont commis les pires crimes qu'ils soient, pour la plupart d'entre eux, les écouter serait cautionner le crime lui-même. Ça, c'est une critique qui m'a été renvoyée sous des formes plus ou moins bienveillantes, je dois bien l'avouer, mais il y a cette idée que aller donner la parole à ces condamnés, c'est cautionner le crime. Il va sans dire que ce n'est pas du tout ça. Par ailleurs, il y avait cette idée sous-jacente que les personnes que j'ai rencontrées sont stratégiques. À savoir, comme elles ont été condamnées, elles veulent, ces personnes, se justifier, expliquer ce qui s'est passé, et que dès lors, elles me mentent quand elles me racontent leur vécu de la justice internationale pénale, et que, comme elles me mentent, on doit soit mettre leur discours en doute, à distance, certains diront, ou juste ne pas reproduire leur discours. Enfin, dernier point sur lequel va reposer ces deux critiques, c'est l'idée qu'on est face à des personnes qui vont continuer le même discours qu'elles ont eu, au moment du procès lui-même. C'est-à-dire que tout au long du procès, elles se sont défendues pour ne pas être condamnées, et que devant moi, elles vont faire la même chose. Alors, sur ce point-là, il faut l'écarter assez rapidement, en partie. Pourquoi ? Parce que le moment, le lieu, le contexte de production du discours influe sur le discours. Et très clairement, ce que les personnes ont dit au juge, elles ne me l'ont pas obligatoirement dit à moi, elles m'ont dit des choses, ces personnes, qu'elles n'ont pas dit au juge, tout ça parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux, très clairement. Même si, on le verra, ce qui s'est passé dans le pénal a un impact sur l'après-pénal. Voilà pourquoi donc il y a un manque, ou il y avait un manque dans la recherche avec leur point de vue sur la justice, et vous le comprenez bien, quand on a ces deux arguments de dire qu'on est face à un discours non valide ou un discours non valable ou sans valeur, tout se joue autour de la vérité du discours. Et c'est autour de cette vérité-là que je vais faire ma présentation donc en 3 points que je vous ai mentionnés.
J'assume un point particulier avant d'entamer mon développement, c'est que je reproduis des discours qui sont des discours subjectifs, à savoir des discours de personnes qui ont vécu une expérience. Ça m'a beaucoup été reproché à un moment, mais je pense que, d'une part, la recherche n'est jamais objective, c'est un premier point, et d'autre part, qu'il s'agisse des personnes que j'ai rencontrées, des juges, des victimes, toutes les personnes sont subjectives dans ce qu'elles nous disent, dans ce qu'elles nous apprennent de la justice. Les auteurs de crimes, pas plus, pas moins que les victimes, que les juges, que les procureurs ou que les académiques, enfin les universitaires que nous sommes. Voilà donc, vous le voyez, cette vérité est au cœur de ma recherche et les trois axes que j'ai posés tout à l'heure vont me permettre d'appréhender une autre vérité qui ne vaut pas grand-chose, mais qui vaut tout autant que celle des autres acteurs et de nous les universitaires. Alors, le premier point que je vais développer, c'est le fait de discuter la question de la vérité des faits. Donc, les faits qui ont entraîné le passage par le pénal, en opposition, cette vérité des faits, en opposition avec les catégories juridiques. Alors, les personnes que j'ai rencontrées mettent en avant un fossé très clair entre ce que dit le droit des faits, ou des responsabilités, mais je mets ça sous l'appellation faits, donc des catégories juridiques qui sont posées par les juges, les procureurs ou les avocats de la défense, avec ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Il y a deux ensembles ici importants. Le premier, c'est qu'ils mettent une critique, ils émettent une critique sur les incriminations mêmes. Génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Ils reconnaissent une force symbolique, qui est le but du droit international pénal principalement, mais qui reconnaissent une forme symbolique dans ces catégories juridiques, mais ils ne se reconnaissent pas dans la réalité. Plusieurs d'entre eux me diront, mais j'ai été condamné pour le génocide commis en 1994 au Rwanda, mais je n'ai pas commis le génocide au Rwanda. J'ai tué quelques, et je mets le quelques entre guillemets, vous imaginez bien, quelques centaines de personnes, j'ai ordonné de tuer quelques milliers de personnes, mais je n'ai pas commis les 800 000 morts. Il y a quelque chose ici qui les dépasse. Alors, certes, le droit international pénal ne condamne pas pour le génocide, mais quand on lit un arrêt du TPIR, par exemple, la personne est condamnée pour avoir participé au génocide, mais elle est responsabilisée pour ce génocide. Et d'ailleurs, on a un exemple très frappant, qui est l'exemple du général Krstić. Le général Krstić est condamné pour le génocide de Srebrenica en 1995 contre les musulmans de Bosnie-Herzégovine. Et le juge Rodriguez, au moment du prononcé du jugement, va lui dire « Général Krstić, que vous n'ayez pas vous-même passé par les armes les 15 000, 20 000 ou 30 000 personnes tuées, on le sait, mais vous avez adhéré au mal, vous avez commis ce génocide. » Donc il y a quelque chose ici d'englobant qui ne permet pas aux personnes jugées de se reconnaître dans ces grandes catégories juridiques. Cela va se retrouver aussi dans cette idée qu'on est face à des crimes de masse. Alors quand on parle de crimes de masse, on parle souvent de masse de victimes, mais on parle aussi de masse d'auteurs, des auteurs en nombre. Au Rwanda, il y avait 150 000 à 200 000 personnes qui ont participé au génocide. En ex-Yougoslavie, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont participé au crime, mais que le droit pénal ne permet que l'imputation d'une responsabilité pénale individuelle. Et cette responsabilité pénale individuelle, elle joue un rôle très important par le droit international pénal, c'est qu'elle permet d'absoudre le reste de la population. Elle va permettre, en trouvant le monstre, en trouvant le bouc émissaire d'une certaine manière, mais au sens girardien du terme, pas au sens d'une personne condamnée à tort, au sens du fait qu'après une crise sociale, comme le dit René Girard, on a besoin d'avoir une figure du monstre pour reconstruire la société. Cette idée que face à des crimes de masse, à des crimes collectifs, le droit international pénal ne peut que répondre par quelque chose de très individualisant et qui ne retranscrit pas la réalité vécue des personnes que j'ai rencontrées. Alors ce qui est intéressant, j'ouvre ici une petite parenthèse, c'est que les victimes ont le même discours, à savoir les victimes
que j'ai pu moi rencontrer ou que des collègues chercheurs ont rencontré, victimes passées devant la Cour pénale internationale, passées devant le tribunal pour les Khmers rouges au Cambodge, les victimes disent la même chose. On est perdu dans une collectivisation de la victime. On est 2000 à avoir 2 représentants, 2 avocats à la Cour, et très clairement, toute la collectivité, toute la structure du crime, ou la structure des comportements, ou la structure qui a amené les crimes, se perd dans quelque chose d'individuel, et qui fait que ce que nous dit le droit des catégories juridiques qu'il pose, ça ne retranscrit pas une réalité. Ça, c'est sur les incriminations, mais on a le même discours des personnes rencontrées sur les formes de responsabilité. À savoir que pour beaucoup, les formes de responsabilité que connaît la justice internationale pénale, que pose la justice internationale pénale, ne ressemblent en rien à ce qu'eux ont connu sur le terrain. Et alors, il y a un exemple assez frappant ici, c'est la responsabilité du supérieur hiérarchique. Alors, cette responsabilité, c'est une responsabilité qui est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans un arrêt Yamashita, une responsabilité qui veut que le supérieur hiérarchique soit condamné pour des actes commis par ses subordonnés. C'est une sorte de responsabilité pour fait d'autrui, mais qui ne porte pas son nom, et il n'est pas condamné pour ne pas avoir empêché, pour ne pas avoir puni, même si ce sont des éléments qui expliquent cette responsabilité, il est condamné pour le crime en vertu de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais cette responsabilité du supérieur hiérarchique va reposer sur une idée, certains me diront très occidentale, très du Nord, diront certains Rwandais notamment, que les armées, que les groupes armés sont hiérarchisés, qu'il y a à leur tête des personnes responsables. Et beaucoup me diront, mais quand vous étiez au Rwanda en 1994, très clairement, on n'avait pas les mêmes chaînes de commandement que vous pouvez avoir dans l'OTAN ou dans certains États, même dans l'armée rwandaise en tant que telle. Donc il y a là quelque chose qui fait que les formes de responsabilité, qui sont des catégories juridiques très figées, ne ressemblent pas à ce qu'eux ont vécu. En tout cas, ne ressemblent pas à ce qu'eux me disent avoir vécu quand ils étaient au Rwanda ou en ex-Yougoslavie. Ce dernier point, et donc le fait qu'on a ici une vérité des faits et des responsabilités qui semblent s'opposer, selon les protagonistes des actes, selon les victimizers, qui semblent s'opposer aux catégories juridiques, ce point-là va se doubler d'une vérité sur le processus de justice lui-même et sa politisation. Et ça, ce sont des termes que j'emploie aux personnes que j'ai rencontrées. Alors tous me disent, donc je le rappelle, je les vois après le procès pénal, tous me disent avoir cru en la justice internationale pénale. Ils me disent, au moment où on a su qu'une justice internationale allait être créée, on s'est dit que c'était une bonne chose, que ça allait permettre de sortir le conflit de quelque chose de national, de local, qu'il y allait avoir une justice au-dessus des politiques nationales, au-dessus des enjeux locaux. Certains vont même comparer les juges internationaux à des dieux, faisant par là appel à une sorte de justice un peu immanente, comme ça. Et tous étaient plutôt contents de voir cette justice. Certains me diront, j'ai enfin pensé que j'allais pouvoir faire connaître la vérité. D'autres diront, avec des juges internationaux, on a pensé qu'on allait pouvoir avoir une justice juste. Et tous vont être déçus, acquittés comme condamnés. Ils vont être déçus par le fait de s'y confronter pour 4 raisons principales. Alors la première, c'est qu'ils ont estimé avoir été confrontés à une justice violente. Alors violente dans deux aspects. Le premier, c'est une violence physique. Alors c'est quelque chose qui n'est pas partagé par la majorité des personnes que j'ai rencontrées, la plupart n'ont pas présenté ça comme ça, mais quelques-uns ont expliqué qu'au moment de l'arrestation, ils se sont retrouvés face à un déploiement de violence par des policiers, des militaires cagoulés, armés, qui arrivaient chez eux, qui défonçaient la porte et le mur alors qu'ils étaient chez eux avec leurs enfants, que les enfants ont été mis en joue par les policiers, alors que certains me diront, ils m'auraient appelé, je serais venu à la haine. Je voulais juste de ça. Le fait est, c'est qu'on est face à une
criminalité particulière, à des personnes qui pour beaucoup étaient ministres, professeurs d'université, avocats, bourgmestres, évêques, bref, à des personnes qui ne sont en fait pas habitués à cette violence, et tous l'ont, enfin ceux qui me décrivent ça, l'ont assez mal vécu, cette violence. Mais plus que ça, parce que cette violence physique n'est pas partagée par tous, plus que ça, tous expliquent avoir été confrontés à une violence symbolique. À une violence symbolique dans les termes employés, encore une fois, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, où beaucoup me diront, mais j'ai été accusé de ça, j'ai été acquitté, mais c'est un stigmate qui me reste pour la vie, alors même que j'ai été acquitté. D'autres diront, mais vous ne savez pas à quel point il est compliqué de vivre avec cette idée d'être génocidaire, alors même que je n'ai pas commis le génocide, mais ça revient à l'argument tout à l'heure. Et puis une violence symbolique dans les actes d'accusation. Alors il faut savoir que les actes d'accusation au TPY comme au TPIR étaient assez particuliers. À savoir que le procureur, pour être certain de pouvoir condamner les personnes accusées, faisait des actes d'accusation très longs, avec 40, 50, 60 chefs d'accusation. Alors soit c'était 60 actes différents, soit c'était des actes qui étaient qualifiés différemment. Bref, il y avait une grande marge de manœuvre de la part de l'accusation. Alors même qu'in fine, bien souvent, les condamnations étaient de 3-4 actes d'accusation seulement, enfin 3-4 chefs d'accusation qui étaient confirmés, parfois plus, mais bien souvent c'était ce ratio-là, 10% à peu près, des actes confirmés, qui permettait d'avoir une peine à perpétuité ou une longue peine, mais l'acte d'accusation lui-même était vu comme de manière très violente. J'ai notamment une personne qui me dira, mais j'ai lu cet acte d'accusation, je me demandais de qui on parlait. Qui était le monstre décrit dans cet acte d'accusation? C'était lui qui était accusé. Et il y a quelque chose ici en termes de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est vrai, bien entendu. De quoi parle-t-on? Ça, c'est un premier point, la procédure violente. Le deuxième, c'est d'avoir été, me disent-ils, alors je dis il parce que je n'ai rencontré que des hommes, les 60 personnes rencontrées étaient que des hommes, sachant qu'il n'y a que 2 femmes qui ont été jugées à l'international et que je n'ai pas pu les rencontrer. Une procédure injuste, vont-ils me dire, injuste car uniquement à charge. Alors il faut savoir que le droit international pénal est un mélange de droit de common law et de droit romano-germanique, mais principalement quand même de droit de common law. Donc principalement à charge. Ils décrivent une procédure pénale dans laquelle ils sont complètement absents, à savoir que tout au long du procès, ils expliquent que le procureur parle au juge, le juge parle à l'avocat, l'avocat parle au témoin, le procureur parle au témoin, mais qu'à aucun moment on leur parle à eux. Et que quand un juge vient à leur parler, c'est l'avocat qui répond. Et d'ailleurs, les avocats disent assez régulièrement, pour en avoir interviewé aussi dans le cadre de cette recherche, disent assez régulièrement, mais je ne laisse pas mon client parler, car j'ai une stratégie de défense, et j'aimerais bien qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Bref, une absence totale. Alors c'est assez drôle parce que vous avez un auteur qui, en 1884, disait qu'au procès pénal, il parlait du procès pénal national, Cornu disait qu'au procès pénal, on pourrait mettre un bâton et un chapeau à la place de l'accusé, ça serait exactement la même chose. C'est un peu ce que décrivent les accusés. Une absence tout au long du procès, alors certains diront le juge dormait, c'est anecdotique, mais effectivement des fois des juges dorment. Il faut savoir que ces procès durent 5, 6, 10 ans. Et pendant 5, 6 ou 10 ans, il y a des audiences pendant 4 ans, tous les jours, 5 jours par semaine, de 10h à 16h. Enfin, c'est des procès qui sont quand même très compliqués, parce qu'il faut traduire, parce qu'il faut prouver le contexte, enfin, je vous passe les détails. Mais bref, beaucoup ont le sentiment qu'on leur a demandé au début s'ils plaidaient coupables ou non coupables, et à la fin, on leur a demandé s'ils voulaient rajouter quelque chose, et entre les deux, ils n'ont pas pris la parole une seule fois, ils faisaient passer un billet à leur avocat, mais que ça s'arrêtait là. Donc un sentiment d'être complètement absent d'un procès qui pourtant est le leur, et ce procès existe parce qu'eux ont été accusés d'actes qu'ils ont ou pas commis, et un sentiment, à aucun moment, de contrôler la procédure. À savoir que tout était contrôlé par les juges ou le procureur, et qu'à aucun moment, eux, ils ont un contrôle de la procédure, et donc une justice procédurale dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, dans lesquelles ils ont l'impression d'être complètement perdus.
À cela, certains vont rajouter le mensonge de participants, de victimes ou de témoins. Mensonge basé principalement sur le fait que les témoins et les victimes sont préparés en justice internationale pénale, comme ça se fait en common law, beaucoup plus que ce qui se passe en droit romano-germanique. Une procédure très longue sur leurs sentiments, et puis un dernier point sur cette vérité sur le processus, à savoir une procédure qu'ils estiment être politique et politisée. Alors, politique ou est politisée dans plusieurs sens. D'abord, principalement par l'ancien ennemi. Ils vont, et les Rwandais beaucoup, vont expliquer qu'eux ont été jugés pour le génocide de 1994, mais que le FPR, leur ancien ennemi, ceux qui sont à la tête du Rwanda depuis lors, n'ont jamais été jugés pour les actes qu'ils ont commis. Alors, on sait, selon des rapports de l'ONU, de Human Rights Watch ou d'Amnesty International, que le FPR a commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et en l'occurrence, il est vrai qu'au moment où le procureur du tribunal pour le Rwanda a voulu enquêter sur ces crimes-là, Kagame, déjà président, a dit « Si vous venez enquêter sur ces crimes-là, il n'y aura plus de sécurité pour vos enquêteurs ». Ce qui, en termes diplomatiques, est une menace tout à fait claire. 3 mois après, la procureure Carla Del Ponte n'a pas été renouvelée dans son mandat pour le TPIR. Bref, il y a ce sentiment vécu d'une justice de vainqueurs ou d'une justice contre les vaincus. En d'autres mots, on terminerait la guerre en achevant le vaincu, mais dans l'enceinte du procès pénal, dans l'enceinte du tribunal. Une justice politisée aussi par le Nord. Alors, le Nord ou l'Ouest, dépendant si je me retrouvais au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, parce que aucun chef d'État, général d'armée ou politique du Nord n'est jamais jugé par cette justice internationale. En tout cas, à l'époque, personne n'était jamais jugé. Beaucoup me diront, mais on n'a jamais accusé Bush, on n'a jamais accusé un général de l'OTAN, alors que des crimes ont été commis par l'OTAN au Kosovo notamment. Bref, ce sentiment qu'il y a une politisation de la justice, mais donc un travestissement de la réalité du terrain, de la réalité de la guerre, donc de la vérité sur cette guerre, tout en écartant constamment, me disent-ils, le fait de parler de politique. À savoir que beaucoup ont voulu, au moment du plaidoyer de culpabilité, enfin au moment où on leur demande s'ils plaident ou pas coupables, ou à d'autres moments, beaucoup ont voulu aborder la question politique en disant « mais attendez, le Rwanda, la compétence du tribunal commence le 1er janvier 1994, mais il faut savoir ce qui s'est passé avant, et moi je vais vous donner ma version de ce qui s'est passé avant. » Certains ministres ont essayé, enfin anciens ministres, et les juges, tout comme en ex-Yougoslavie, diront assez rapidement « non, non, cela ne nous regarde pas, nous on est là pour juger des actes ». Sauf qu'eux disent « mais les actes qui étaient jugés étaient des actes par essence politique. La guerre est un acte politique par essence, et les actes commis pendant la guerre étaient aussi politiques, au sens où c'était des conséquences de décisions politiques. » Et ça, le juge n'accepte jamais d'en parler, ce qui fait qu'on a des jugements qui certes expliquent un contexte, mais les expliquent de manière dépolitisée, voire décontextualisée. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vivent assez mal, vous pouvez l'imaginer. Troisième point de mon propos concerne la question de la source de ce qui est dit, de qui dit la vérité. Cette vérité en droit international pénal implique, théoriquement, de prendre en compte tous les acteurs et toutes les actrices de cette justice. Mais devant le procès, par le procès international pénal, on va vite s'apercevoir que certains sont plus valables à prendre la parole que d'autres. A priori, on pourrait penser que la seule vérité qui sort du procès pénal, c'est le jugement, avec toutes les pièces qui vont autour, les jugements interlocutoires, mais le jugement, c'est la vérité qui va sortir du procès pénal. Et à ce jugement, l'auteur de l'acte, le victimizer ou la victime ne peut finalement pas amener une autre vérité. En tout cas, elle ne sera pas valable. Or, il y a un acteur dans ce procès pénal international qui, lui, est autorisé à donner
une autre vérité, c'est le juge. C'est le juge par ce qui est communément appelé les opinions séparées. En droit international pénal, tout comme devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour suprême américaine ou la Cour internationale de justice, en droit international pénal, le juge peut faire une opinion séparée, une opinion dissidente ou une opinion concordante d'ailleurs, parce que c'est toujours particulier de faire une opinion concordante à ce qu'ils ont eux-mêmes écrit, mais bon, soit. Et ces opinions dissidentes, principalement, amènent un autre discours en fait sur le jugement. Alors elles peuvent être dissidentes sur la procédure ou sur les preuves, mais arriver au même résultat. Mais on a vu beaucoup d'opinions dissidentes qui n'arrivaient pas au même résultat que le jugement. À savoir, des jugements qui arrivaient à une condamnation et des opinions dissidentes qui arrivaient à un acquittement. Donc un juge sur 3 ou 3 juges sur 5 en appel, pardon, 2 juges sur 5 en appel font une opinion dissidente qui est une autre vérité, mais qui arrive à un résultat contraire, ou alors à l'inverse, un jugement qui acquitte, et 2 juges sur 3 disent qu'il faut condamner cette personne. Et c'est quelque chose d'assez particulier dans le système pénal. Que ce soit quelque chose qu'on connaisse dans des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, où finalement il n'y a pas d'enjeu d'accusé, d'enjeu de privation de liberté, voire même il n'y a pas d'enjeu d'écrire l'histoire ou d'écrire une certaine mémoire, c'est une chose, même si je pense qu'on pourrait encore en discuter. Au niveau du droit international pénal, les juges veulent écrire l'histoire. Ils s'en défendent, mais quand ils écrivent un jugement, ils savent qu'ils écrivent une partie de l'histoire, ou en tout cas qu'ils participent à l'écriture de l'histoire. Or, j'ai vu plusieurs personnes, condamnées ou acquittées, me dire « mais regardez, j'ai été condamné, mais ma condamnation n'est pas juste, parce qu'il y avait un juge qui a fait une opinion dissidente disant que je devais être acquitté. Vous voyez bien qu'il y avait un doute, le doute aurait dû profiter à l'accusé, j'aurais dû être acquitté. » Bref, on a ici quelque chose d'une double vérité possible, mais que par un acteur qui n'est pas profane, qui est l'acteur expert, qui est l'acteur professionnel, qui est l'acteur finalement non expérientiel, celui qui n'a pas connu les contextes ou les crimes qui ont amené le procès pénal en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. Et qui est d'autant plus particulier que ces juges jouent avec ces opinions dissidentes pour faire carrière. Très concrètement, on a pu voir que les opinions dissidentes permettaient aux juges de se placer, de dire que eux, ils auraient fait différemment et d'appliquer ça parce qu'ils sont devenus juges à la Cour d'appel ou à la Cour pénale internationale. Et on a notamment un exemple magnifique qui est la juge belge à la Cour pénale internationale, que j'apprécie par ailleurs grandement et que je la connais pour l'avoir rencontrée plusieurs fois, la juge Van den Wingard, que vous connaissez aussi, qui est passée dans ces murs il y a quelques temps, qui a fait des opinions dissidentes au TPY, qui est allée à la Cour, qui a fait des opinions dissidentes à un moment dans des affaires, et qui, et elle le dit elle-même, ça lui a permis d'arriver à la présidence de la Cour à un moment ou dans la chambre d'appel. Donc il y a toute une stratégie de la part des juges avec ces opinions dissidentes, qui parfois ne reposent pas nécessairement sur des arguments très juridiques. Bref, on le voit, 3 éléments sur ces vérités, un décalage entre les catégories juridiques et la vérité, ou en tout cas le vécu expérientiel, un décalage entre le processus vécu et cette politisation, et puis la question de qui est en droit de dire la vérité. Pour conclure, quelques points. D'abord, le discours des personnes que j'ai rencontrées, vous l'aurez compris, me semble valide et valable. Parce qu'il apporte un autre regard sur cette justice, mais aussi un autre regard sur les faits qui ont été commis, les faits qui ont été vécus, un regard profane, mais un regard expérientiel, tant des faits que de la justice elle-même, et qui nous amène à se demander, à mon sens, si il ne faudrait pas construire une autre normativité sur base de cette expérience. Alors, vous êtes plus spécialiste que moi en théorie du droit, donc je ne vais pas me risquer à l'aborder, mais on pourrait quand même se demander si, basé sur ce qu'a pu écrire Tobner, notamment dans la normativité réflexive, ou d'autres auteurs qui sont dans la même lignée, recréer une normativité internationale sur fondement de l'expérience, donc non pas du haut vers le bas avec des principes de justice très abstraits, mais du bas vers le haut en
basant sur le terrain, il n'y aurait pas matière à créer quelque chose d'autre au niveau international pénal. J'ouvre la discussion sur ce point, mais avec, à mon sens, 3 remarques finales, à savoir que si on venait à créer quelque chose de plus bottom-up, d'une part, il faudrait faire attention et il faudrait aller voir tous les protagonistes et pas que les auteurs de crimes ou les personnes accusées, premièrement. Deuxièmement, il faudrait éviter des principes abstraits comme la justice ou des principes qu'on connaît en droit pénal et qui sont toujours très abstraits et qui sont toujours plutôt du haut vers le bas. Et puis il faudrait arriver à créer une sorte d'éthique de la procédure ou une éthique procédurale pour éviter les dominations qu'on a eues pendant les actes, qu'elles se reproduisent au niveau du procès lui-même. Bref, il faudrait revenir, pour paraphraser Graeber, non pas à une anthropologie anarchiste locale et ancrée, mais peut-être à un droit un peu plus anarchiste, ou anarchique peut-être, local et ancré. Je vous remercie.